Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film Lost Highway. On regarde ça. Where am I? Route perdue est un drame psychologique, suspense néo-noir, surréaliste de cauchemardesque sorti en 1997 et réalisé par David Lynch. Le film commence avec Fred Madison, un saxophoniste de jazz qui est assis chez lui, bien tranquille quand on sonne à la porte. Lorsqu'il va à l'intercom, quelqu'un lui dit une phrase courte et punchée « Dick Laurent est mort ». Quand il regarde par la fenêtre, il ne voit personne. On nous introduit ensuite à sa femme, Renée, et on se rend compte tout de suite qu'il y a une très grosse tension entre eux. Le malaise est palpable, on sent un froid incroyable qui est causé, en fait, par les soupçons d'infidélité qu'entretient Fred envers sa femme. Un jour, ils reçoivent une vidéocassette sur le pas de leur porte. Lorsqu'ils la mettent dans le lecteur VHS, nous voyons que quelqu'un les a filmés pendant qu'ils dormaient. Après, lors d'une soirée mondaine, Fred croise un personnage louche. Ce moment est un des plus weirdos, freakos de la motherfuckos, puisque l'homme mystère dit à Fred qu'il est chez lui en ce moment même, et lui demande d'appeler chez lui. Lorsque Fred signale le numéro de téléphone de sa propre maison, l'homme mystère répond au téléphone. C'est une scène culte et vraiment réalisée d'une main de maître. Après une série d'événements étranges, Fred se retrouve arrêté par la police et enfermé en prison pour le meurtre de sa femme dont il n'a aucun souvenir. Avec une santé précaire et des maux de tête brutales qui s'aggravent, le cauchemar prend une tournure inquiétante quand des hallucinations se produisent dans la cellule de Fred. Le lendemain matin, les gardiens font une tournée pour voir les prisonniers et se rendent compte que Fred n'est plus dans la cellule. À sa place se trouve le jeune Pete Dayton, un jeune mécanicien qui ne se souvient plus comment il a atterri en prison. N'ayant aucune explication sur la disparition de Fred, Pete est relâché. Le film prend une nouvelle tournure puisqu'à partir de ce moment, on suit la vie de Pete qui travaille dans un petit garage. Un de ses clients réguliers, le dangereux gangster Monsieur Eddie, dépose alors une nouvelle voiture au garage où Pete travaille pour que Pete puisse travailler dessus. Et lorsque celui-ci croise le regard de la femme de Monsieur Eddie, Alice Wickfield, une liaison secrète, sensuelle et dangereuse s'entame entre eux. Mais la passion enflammée de leur amour sera-t-elle détruite par la furie de Monsieur Eddie? Fred a-t-il vraiment tué sa femme? Quel est le lien entre Pete et Fred? Quel est le lien entre Renée et Alice? Qui est l'étrange homme mystère? Les réponses à ces questions, vous les retrouverez toutes dans le film. Ou peut-être pas. Passons pas par 4 chemins, le film Lost Highway est un véritable labyrinthe mental qui va probablement vous laisser très confus à la fin de son visionnement. Mais ce qui est cool dans ce film-là, et qui est cool aussi dans la totalité de la filmographie de David Lynch, c'est que cette confusion-là, elle est contrôlée et maniée de main de maître. C'est pas confus parce que le film est mal écrit ou mal réalisé. Au contraire, la confusion émane du fait que l'on ressent vraiment qu'il y a une histoire à comprendre, que le film se tient, mais que le réalisateur a vraiment délibérément brouillé les pistes et, dans le fond, il raconte plus en images ce qui se passe plutôt que de l'expliquer en mots. Rien n'est expliqué avec des dialogues ou des monologues internes. Le film nous montre des images et c'est à nous de faire le lien et d'essayer de comprendre l'histoire. Parce que quand on regarde le film, on suit très bien ce qui se passe. On comprend l'histoire, puis ça se suit. C'est juste que par moment, dans l'histoire, il y a des scènes qui arrivent, des mystères qui remettent ce que l'on sait déjà en question. Et ça nous pousse à essayer de vouloir analyser justement parce que les scènes nous font un peu douter de la réalité, de ce qui est vrai et de ce qui émane du rêve ou du cauchemar. Pour beaucoup de monde, regarder un film comme ça peut être frustrant parce que on veut comprendre. C'est quasiment biologiquement dans notre nature de vouloir faire sens du monde qui nous entoure. C'est vraiment normal et c'est très humain. Mais comme disait David Lynch lui-même, je ne crois pas que les gens acceptent que la vie n'ait pas de sens.
Ça les rend terriblement mal à l'aise. Et Lynch utilise ça à fond dans ses films. Mais en même temps, c'est pas donné à tout le monde de faire un film comme ça, parce que Lynch contrôle vraiment cette confusion-là. C'est pas comme un film qui est fait un peu maladroitement, puis tu sais, qu'on comprend pas, puis c'est juste fâchant. Je trouve personnellement, et aussi avec l'accord probablement de tous les gens qui sont fans de Lynch, c'est que il réussit à raconter son histoire d'une façon tellement efficace puis tellement intéressante qu'on reste accroché pareil au film, puis qu'on veut comprendre, puis même si on comprend pas tout, il est assez mystérieux pour qu'on se pose des questions, puis qu'on veuille fouiller un petit peu plus loin. Fait que c'est pas un film qui nous laisse confus à savoir, tu sais, on comprend plus ce qui se passe, puis on décroche. Non, parce que, comme je dis, l'histoire se tient. C'est juste qu'à certains moments, il y a du brouillage, puis il y a des trucs qui arrivent qui font comme... OK, ben si ça, c'est pourquoi c'est le même? Fait que là, ça nous pousse à vouloir peut-être un petit peu plus mettre les choses au clair. Du moins pour ceux qui aiment travailler dans le mystère ou dans ce genre d'art-là, si je peux dire. Mais le réalisateur, justement, demande au spectateur de faire une espèce de travail aussi, selon lui, et selon moi aussi, normalement dans ces films, tous les morceaux du casse-tête sont présents dans le film, rien n'est laissé au hasard. C'est juste que, en tant que spectateur, ce qu'il faut faire, c'est prendre les morceaux du casse-tête puis essayer de les remettre dans le bon ordre. Fait que, tu sais, c'est comme je disais, c'est comme si le casse-tête était presque tout fait, mais qu'il y a des morceaux qui sont pas là, puis qui sont comme mal placés. Fait qu'il faut nous-mêmes essayer de replacer les trucs. Fait que je pense pas que ces films soient incompréhensibles, comme je dis, peut-être à part Inland Empire, qu'il a poussé vraiment très loin. Mais en général, je trouve que ces films sont quand même compréhensibles. C'est juste qu'il faut vraiment s'attarder à vouloir résoudre l'énigme par nous-mêmes, ou du moins aller fouiller sur Internet, aller avoir le plaisir d'essayer de trouver les réponses. Mais même là, j'avoue que j'aime l'aspect mystère aussi de ces trucs. Il y a certains films que je ne vais pas nécessairement voir toutes les réponses, parce que j'aime l'idée que moi-même j'essaye de résoudre le truc. Donc c'est pas tout le monde qui aime ça, mais pour ceux qui aiment ça, écoutez du David Lynch. L'ambiance et le ton du film sont vraiment super bien contrôlés. Il y a quelque chose de vraiment viscéral dans la façon où le film a été tourné. Quand il y a du danger, on le ressent vraiment dans nos tripes. En tout cas, je sais pas pour vous autres, mais moi, quand je vois, il y a des scènes dans ce film-là, même la scène, justement, où M. Eddy confronte un gars, genre, qui est comme juste un chauffeur, la scène, elle vient me prendre dans les tripes, puis j'ai peur, quasiment, puis, tu sais, ça me vire vraiment, puis je trouve que Lynch a une force qu'il utilise beaucoup dans Lost Highway, d'ailleurs, mais dans d'autres films également, où il nous fait ressentir l'intensité du truc, juste avec la façon que c'est filmé, avec la performance qu'il tire de ses acteurs, mais avec la bande sonore aussi qui vient juste intensifier ce danger-là. D'ailleurs, le choix du son et de la bande sonore sont vraiment, vraiment incroyables dans ce film-là. Le mix sonore et l'importance des détails au niveau du son est vraiment fait avec précision. Et autant la trame sonore générale de Angelo Badalamenti est vraiment, vraiment cool puis excellente, autant que le choix de la bande sonore et des chansons dans le film est vraiment, vraiment cool. Trent Reznor du band industriel Nine Inch Nails, c'est lui en fait qui signe la musique de Lost Highway. Donc ça apporte une espèce de feeling industriel hypnotique, ce qui rend le film vraiment intéressant. Mais en même temps, l'apport aussi des musiciens comme Marilyn Manson ou Rammstein dans la bande sonore fait comme intensifier un peu l'idée du cauchemar du film. D'ailleurs, en termes de caméo, Marilyn Manson et son ancien bassiste Twiggy Ramirez apparaissent, ont un petit caméo très très subtil dans le film. Donc, si jamais ça vous intéresse de le savoir, vous le savez. En plus des stars Bill Pullman et Patricia Arquette, le film vraiment regorge de visages familiers que vous avez vus ailleurs, c'est sûr. Dans le fond, on pense à Henry Rollins, Richard Pryor, Michael Massey, Gary Busey, Giovanni Ribisi, Jack Nance et Robert Loggia. Tous de très très bons acteurs.
J'aime bien aussi l'acteur Balthazar Getty. Je trouve que ce gars-là est vraiment cool. Il est très bon dans le film. Il avait joué d'ailleurs dans un film que j'ai vu dans mon enfance, qui est un de mes classiques, qui est le film Young Guns 2, Les Princes de la Gâchette 2, qui est l'histoire de Billy the Kid avec, c'est Kiefer Sutherland puis Emilio Estevez. J'adore les deux Young Guns, mais le 2, j'ai une préférence pour le 2. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment badass. Mais il a aussi joué dans un film que j'adore qui s'appelle The Deuce is Wild avec Stephen Dorff et Norman Reedus. C'est un film de guerre de gang des années 50 qui a beaucoup de batailles et de tapes à la gueule. C'est un film qui est vraiment très bon. Et encore, pour nommer un dernier film dans lequel il a joué dans le film qui est super fucking dégueulasse, mais vraiment très cool, c'est le film Feast. Le film de créatures où les gens sont enfermés dans un bar. Je vais probablement vous en parler un moment donné. C'est un film qui vaut la peine. Je veux pas analyser trop le film ici, donner des pistes à savoir comment interpréter le film. J'aime que les gens puissent le faire eux-mêmes. Mais justement, c'est à cause de 2 raisons que je veux pas l'analyser nécessairement et rester un peu dans l'ambiguïté. Premièrement, je veux respecter la façon dont David Lynch voit le cinéma. Il aime les mystères, il aime, je vais en parler un petit peu plus loin de ses thématiques, mais je veux respecter justement cette façon de voir les choses, dont je suis quand même d'accord, surtout quand c'est la volonté de l'artiste. Mais aussi, comme je dis, je pense que ces films-là sont vraiment beaucoup plus intéressants quand on les découvre soi-même et qu'on essaye de les décortiquer. Donc peut-être que je pourrais peut-être faire une autre vidéo un moment donné avec du moins ce que moi je pense de ce que Lost Highway veut dire. Je pense qu'il y a des trucs que tu peux trouver sur Internet aussi. Fait que je pourrais faire ça si jamais ça vous intéresse. Mais dans cette vidéo-là, j'aimerais rester justement un petit peu plus loin et pas nécessairement expliquer le film de long et en large. Pour essayer un peu de vendre le film qui vous intéresse à regarder si vous l'avez jamais vu, ce que je peux dire d'abord que justement l'atmosphère, l'ambiance du film est quelque chose de vraiment unique, onirique et vraiment mystérieuse. Les lumières, les sons, les cadrages ou même l'utilisation du silence dans le film peut vraiment amener une espèce de tension vraiment très forte, puis nous plonge un peu dans un cauchemar qui est à la fois réaliste pour des scènes justement de tension, menace intense, mais à la fois dans une espèce d'histoire surréaliste qui est vraiment hypnotique. L'utilisation du clair-obscur ou des couleurs super saturées pour vraiment exprimer un peu la confusion mentale des personnages. La narration est vraiment éclatée et mystérieuse, puis le film repose un peu sur une structure circulaire, si on peut dire. Il y a le fait que le film se réécrit un peu avec différents personnages, différents visages, si on peut dire, et ça apporte un côté de fragmentation de l'identité, des thèmes utilisés justement, l'identité, la mémoire, la culpabilité, c'est des trucs qui sont vraiment poussés dans le film. Puis le film fait comme plus vivre que de se comprendre rationnellement. C'est un film qui est expérimental, mais cohérent dans sa folie. Même si le film semble éclaté, tout obéit à une logique émotionnelle. Lynch est vraiment un réalisateur hors norme, une figure absolument unique dans le monde du cinéma. Un réalisateur, scénariste, peintre, musicien, c'est un artiste qui est vraiment complet et qui est reconnu pour avoir un univers étrange, onirique et souvent dérangeant. David Lynch est fasciné par le rêve et le subconscient, le contraste entre l'apparente normalité américaine, comme les banlieues, les restaurants typiques, ou bien la musique rétro, ça versus ce qui se cache en dessous de cette normalité, soit la violence, la folie, le désir et les mystères. Mais aussi des thèmes comme l'ambiguïté morale, la temporalité fragmentée, les identités doubles et les mondes parallèles. Lynch ne veut jamais tout expliquer. Et je cite, « Un film doit se suffire à lui-même. Ce n'est pas juste de dire « ceci signifie cela ». Puis je suis quand même d'accord avec lui. J'ai été à l'université en cinéma, mais j'ai quand même touché un peu à de l'interdisciplinarité où on avait plusieurs formes d'art différents. Puis ça me fâchait vraiment de voir un artiste qui avait créé une peinture ou une sculpture, puis qui se tenait à côté, puis qui expliquait au monde ben ça, j'ai fait ça parce que ça veut dire ça, puis ça, puis ça, puis ça.
c'est plate, c'est comme, je sais pas, ça défait le mystère de ton art. Puis je comprends qu'on était dans un cadre éducatif, tu sais, pour les cours, il fallait expliquer pourquoi on a fait, mais même là, je trouve que la part du mystère ou la part du mystique de l'art doit, selon moi, avoir une présence. Puis tu sais, je peux comprendre, mettons, dans un contexte très éducatif ou dans un cours, mais des fois, c'était dans des présentations au grand public, ouvertes à tout le monde. Puis dans ce cas-là, ça me fâchait encore plus que l'artiste explique vraiment tout, au lieu de laisser les gens ressentir l'œuvre d'art en question. Pour Lynch, l'art doit laisser une part de rêve, une espèce d'interprétation personnelle. C'est pour ça que ses films fascinent autant qu'ils déroutent. Pour moi, il a été une super grosse influence. C'est le réalisateur qui m'a motivé à essayer d'avoir une carrière en cinéma. Je pense que je peux dire que John Carpenter est le premier réalisateur qui m'a fait triper, dans le sens où j'ai connu la notion de réalisateur avec John Carpenter, probablement à cause qu'il mettait son nom dans les titres, mais c'est le premier qui m'a fait triper au niveau action horreur cool, tu sais, des trucs de The Thing, Big Trouble in Little China, tout ça me fascinait, je trouvais ça vraiment badass. Mais David Lynch a vraiment été le réalisateur qui m'a le plus bouleversé, qui m'a influencé énormément parce qu'il jouait dans des thématiques qui me fascinaient déjà à l'époque, mais qui m'a appris un peu la notion d'artiste, d'art dans le cinéma, de vision d'auteur, de cinéma d'auteur, de voir quelqu'un qui peut transmettre quelque chose de super personnel dans une œuvre et non pas juste des trucs cool qui arrivent. Je dis pas ça contre John Carpenter pantoute, je veux dire qu'encore là, j'aime le cinéma qui est juste cool pour être cool, mais il m'a fait voir le cinéma d'une toute autre façon. Il m'a fait rêver, réfléchir, questionner, puis baigner dans des univers étranges, cauchemardesques. Puis j'ai toujours été fasciné par justement le rêve et le cauchemar. C'est des thématiques qui sont importantes pour moi. Puis Lynch m'a comme ouvert à un monde de possibilités qu'on pouvait faire avec le cinéma. Je voulais tellement être comme lui, qu'un artiste qui a vraiment sa propre vision, qui fait les choses à sa façon, sans compromis. Un cinéaste qui intrigue les spectateurs, qui les transporte dans une autre réalité ou dans une réalité distorsionnée. Il m'a tellement influencé qu'en rétrospective, je me dis que j'ai peut-être trop essayé d'être comme lui, que l'une des nombreuses raisons qui fait que j'ai pas réussi à percer dans le monde du cinéma, c'est que peut-être que mes courts-métrages étaient trop lynchéens et pas assez stéphanesques. C'est sûr qu'il n'a pas été ma seule influence. J'en ai eu plusieurs, mais en fait, ça a été une des plus grosses pour moi. Ça a été la première qui m'a vraiment ouvert les yeux sur un monde possible. Mais je peux te dire, il y a quand même Tsukamoto aussi, Shinya Tsukamoto, que j'ai déjà nommé dans ma critique sur Tetsuo the Iron Man, qui m'a beaucoup influencé. Mais en même temps, Tsukamoto a dit ouvertement que David Lynch a été une très grosse influence sur lui. Donc, pour moi, c'est comme un retour à la case départ. Désolé si je vais un petit peu plus personnel dans ce vidéo-là. C'est parce que Lynch a tellement été gros dans mon monde. Il a tellement été important. Je voulais en parler avant. D'ailleurs, j'avais commencé, je pense que mon 2e ou 3e vidéo, j'avais dans l'idée de parler de Lost Highway, mais aussi de David Lynch en général. Je pense que de parler de faire cette vidéo-là était un peu une excuse pour parler de Lynch. Mais dans le fond, avec sa mort qui est arrivée en janvier 2025, ça m'a un petit peu déstabilisé. Puis, même si j'avais commencé à écrire, j'étais pas prêt à en parler vraiment. On dirait qu'avec sa mort, non seulement je perdais l'artiste qui m'avait inspiré, qui m'avait fait vouloir faire du cinéma, je perdais aussi la chance de le rencontrer un jour. Je perdais la chance de voir d'autres films ou d'autres projets de lui. Mais en même temps, d'une certaine manière, mourait un peu l'idée de ma carrière de cinéaste ou mes espoirs artistiques. C'est peut-être un peu con de penser comme ça. Je veux dire, il n'y a rien qui m'empêche de rien. Je peux prendre mon cellulaire puis aller tourner quelque chose si je veux. Mais la motivation manque un peu. Puis déjà,
avant son décès, la flamme un peu passionnelle du cinéma intense était comme de plus en plus faible, si je peux dire. Je pense que sa mort a un peu éteint ce feu-là, si je peux m'exprimer de même. Je ferme pas la porte à quelque chose. Peut-être qu'à un moment donné, je vais vouloir faire de quoi, mais on dirait que je sais pas, il y a quelque chose qui manque. Mais je voulais finir avec un petit hommage. Alors, Monsieur Lynch, du mieux que je peux, j'essaie de vous rendre honneur aujourd'hui. Je vous remercie pour votre art et votre vision d'artiste, pour votre authenticité et votre originalité. Vous avez inspiré des milliers d'artistes partout à travers le monde et vous avez laissé votre marque très grandement sur le cinéma. Quand on est rendu à dire qu'un film est lynchéen, c'est vraiment que vous avez réussi à atteindre quelque chose d'incroyable, que vous avez laissé une marque très très forte, que vous avez influencé le cinéma en tant que tel, qui est fort et qui est unique. C'est une très 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 grande réussite. Et pour ça, vous avez vraiment tout notre respect. Merci encore du fond du cœur. Et à ma prochaine méditation, à mon prochain bon café, à ma prochaine savoureuse pointe de tarte, je penserai au nombre du jour, à la température qu'il fait, et je me dirai, in heaven, everything is fine. Repose en paix.